L'oreille est un organe capable d'enregistrer des écarts de pression acoustique considérables. Entre l'écoute directe du phonographe d'Edison 19 décembre 1877, reproduction de la parole. et l'amplification du lecteur moderne, le rapport d'intensité peut atteindre 1 milliard. Les sons et les bruits sont essentiellement constitués de mouvements vibratoires du milieu où ils se propagent. Le choc du marteau vient de déterminer l'apparition de vibrations à l'intérieur du métal. En se propageant tout autour, elles subissent en un point des renforcements périodiques. En plus de l'intensité, la sensation auditive distingue encore dans le son la hauteur tonale et le timbre. Le nombre de vibrations par seconde définit la tonalité. À partir d'une source sonore, les vibrations se propagent sous forme d'ondes qu'on peut matérialiser sur une plaque de métal. Les phénomènes vibratoires se traduisent par des variations périodiques de pression qui sont rendues visibles dans l'expérience du tube de Kundt. Un haut-parleur dont la fréquence d'excitation est convenablement ajustée met en vibration la colonne de gaz du tube. On réalise ainsi un système d'ondes stationnaires. La poussière de liège se rassemble au minima de pression. C'est à partir de ce même principe qu'Edison eut l'idée d'enregistrer les sons. Le pavillon de l'oreille capte les vibrations sonores qui provoqueront au niveau de la cellule sensorielle le départ de l'influx nerveux. Le mécanisme de transformation est complexe et met en jeu les 3 compartiments de l'oreille. L'oreille externe, le pavillon, conduit auditif fermé par le tympan. L'oreille moyenne qui contient l'appareil tympano-aciculaire. L'oreille interne, avec ses liquides isolés par les membranes, et, sur l'une d'elles, l'organe de Corti. L'étude physiologique envisage les différents segments de l'oreille d'une toute autre façon. L'appareil de réception, par son pavillon, concentre les ondes aériennes sur le tympan et renforce leur pression. Elle est triplée pour la fréquence 1000. L'appareil de transmission, transducteur mécanique des vibrations à travers un élément solide, la chaîne des osselets, puis liquide et membraneux, le contenu de l'oreille interne. Enfin, l'appareil de perception. Il prend naissance à la cellule sensorielle de l'organe de Corti pour acheminer les influx par les différents neurones jusqu'au cortex. Sans artifice d'adaptation, la plus grande partie de l'énergie serait perdue. La chaîne ossiculaire, système de levier mécanique, permet d'adapter les impédances des 2 milieux, comme le fait le transformateur en électronique. Ainsi, l'onde sonore captée par le pavillon trouve-t-elle sa réplique au niveau de l'oreille interne. Sur le cobaye, reproduisons l'expérience de Weaver et Bray, qui, les premiers, dérivèrent les phénomènes électriques de la cochlée. Au niveau de la spire basale que l'on aperçoit ici, disposons une électrode. L'animal est maintenant placé dans une cage de Faraday. Un haut-parleur à chambre de compression est relié au conduit auditif par un tube rigide occlusif. En envoyant des sons de fréquences variées, on recueille, après amplification, les potentiels cochléaires correspondants qu'on observe sur l'oscilloscope. Les ondes sonores stimulantes engendrent des variations de potentiel dites microphoniques, puisqu'elles reproduisent fidèlement leur forme. Sur ces tracés, on observe en haut les signaux sonores reçus par l'oreille et en bas ceux qui sont recueillis sur la cochlée. On obtient ainsi une représentation de la stimulation et de sa réponse. Lorsque l'intensité du signal augmente, l'amplitude des 2 tracés croît d'abord proportionnellement, mais jusqu'à une certaine valeur seulement pour la réponse. Au-delà, il y a saturation. Cet amortissement est assumé par un changement d'axe dans l'appareil de transmission.
À von Békésy revient le mérite d'avoir étudié les mouvements de la platine de l'étrier dans la fenêtre ovale, qui réalisent au maximum cette adaptation et sa protection. L'étude de ce mécanisme a pu être ici enregistrée sur une mérione, ou rat du désert. Sur l'animal anesthésié, une ouverture de la bulle a été pratiquée de façon à exposer toute la chaîne des osselets, et plus particulièrement l'étrier, en bas sur l'image. Il apparaît plus dégagé maintenant, surplombant la fenêtre ronde. Il est rattaché en haut à l'enclume. On aperçoit son muscle grêle qui s'insère au-dessus de sa branche postérieure. Les sons d'un audiomètre sont canalisés dans le conduit, tandis qu'une lumière stroboscopique permet d'étudier le mouvement des structures en vibration. Pour des sons de faible intensité, la chaîne vibre en phase. On remarque que l'étrier s'enfonce dans la fenêtre comme un piston dans un cylindre, avec cependant une plus grande excursion de la branche antérieure, comme s'il pivotait légèrement autour de son bord postérieur. Sur cette maquette, on peut observer plus facilement ce mouvement de charnière qui produit une mobilisation maximum des liquides de l'oreille interne. Les déplacements du tympan et du marteau ont la même amplitude que ceux de la platine de l'étrier. Ce rapport des diamètres des deux organes fournit la valeur de l'amplification. On l'appelle le rapport hydraulique. Il est dans la proportion de 1 à 20. Pour des sons plus intenses, le tympan présente une amplitude maximale, tandis que l'étrier, situé au-dessous de son bord inférieur, exécute de petits mouvements de bascule de droite à gauche. Voici l'analyse précise de ce mouvement. Par un changement d'axe, la platine de l'étrier se trouve oscillée de part et d'autre d'une ligne passant par le grand axe d'ellipse. Cette modification assure un maximum de protection. Décrit par von Békésy, il est pour la première fois mis en évidence ici par l'enregistrement cinématographique. En effet, la compression exercée par la moitié inférieure de la platine qui s'enfonce dans la fenêtre trouve une exacte compensation dans l'excursion au dehors de la moitié supérieure. Ainsi, les éléments sensoriels de l'oreille interne sont-ils mis à l'abri du traumatisme sonore. Un choc acoustique survenant inopinément et très violemment détermine des dommages comparables à ceux d'une brusque pression d'air appliquée sur le tympan. C'est le blast auriculaire. Dans l'organe enroulé présentant la forme d'un limaçon, on peut distinguer une division en deux rampes séparées par la lame contour et la membrane basilaire, où repose l'organe de Corti. Des pressions exercées mécaniquement dans le conduit auditif mettent en évidence la transmission des mouvements du tympan au liquide cochléaire. À ce niveau, un reflet de lumière témoigne de remous localisateurs de la fréquence. À l'arrêt du son, le liquide reprend sa position d'équilibre. Sur l'animal vivant, le film a pu rendre visible le processus d'adaptation dans l'audition. Il a réalisé cette performance, voir l'oreille, entendre.